Donc, dans cette première partie de la séance synchrone, on va aller regarder plus en détail l'utilisation de l'adressage indexé. Donc, dans les semaines passées, on avait utilisé différents modes d'adressage pour nos problèmes et on avait particulièrement utilisé, dans les modes d'adressage, le mode immédiat, qui me permettait de prendre l'information que j'avais mis dans mon instruction, puis de directement l'utiliser. Puis on avait vu le mode direct qui me permettait de faire juste une assignation directe d'adressage par rapport à la mémoire, puis par rapport à la valeur que j'avais mis dans mon instruction. C'était les deux modes qui étaient de mise depuis notre début d'instruction PEP8. Puis aujourd'hui, on va aller regarder plus en détail l'utilisation de l'adressage indexé. Donc, le principe de l'adressage indexé, c'est sensiblement le même qu'avec l'adressage direct. On peut voir ici que c'est mem de spec, donc mem de spec. Mais on va utiliser notre deuxième registre, le registre X, notre index register, qui va nous permettre de nous déplacer en mémoire par rapport à la case initiale que j'allais regarder immédiatement. Donc, cet adressage indexé-là ressemble beaucoup à comment est-ce qu'on accède à un tableau dans des langages de bas niveau comme le C, par exemple. Donc, on va avoir une adresse initiale, puis après ça, on se décale de cette adresse initiale-là avec un nombre de cases. Donc, on va aller regarder quelques exemples qui vont nous permettre de travailler avec l'adressage indexé et des chaînes de caractères. Encore une fois, les différents exemples que je vais faire avec vous aujourd'hui, par la suite, après la période, je vais les mettre sur le site de cours. Donc, soyez pas en folie si vous essayez de copier en même temps le texte que j'écris, il va être déposé sur le site de cours par la suite. Donc, on a un programme vide pour l'instant. OK, donc on va commencer avec le minimum viable d'un programme. Donc, on veut ici, dans ce programme-là, on va dire donc, on va commencer à travailler avec l'adressage indexé pour être capable de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, premièrement, pour être capable de travailler avec une chaîne de caractères, il va nous falloir une chaîne de caractères. Okay? Fait que, on va se faire une gentille chaîne, qu'on va utiliser un symbole pour la nommer, pour être capable d'aller avoir un accès à cette adresse mémoire-là. Puis, à l'intérieur, on va utiliser le code ASCII, la directive ASCII pour dire ceci est une chaîne. Puis pour être capable de facilement détecter la fin de la chaîne, on utilise le code 0 qui va être représenté par la notation voici un code ASCII de 00 pour représenter cette chaîne-là. Donc, si je construis mon programme, juste avec ça, j'ai mon instruction stop, qui est l'instruction 0. Puis après cette instruction-là, j'ai les différents codes ASCII de chacun des caractères. Okay, donc 43 c'est C, majuscule. Après ça, j'ai un E minuscule. Donc on peut toutes les voir qui sont là. Puis ça se termine par un 00. Donc on a maintenant une chaîne en mémoire. Puis on va vouloir commencer à travailler avec ça. Puis être capable de voir le contenu de la chaîne, être capable de parcourir la chaîne et regarder en fait chacun des caractères. On va aller regarder comment est-ce que je peux utiliser ça d'une manière intéressante. Premièrement, on sait qu'on peut utiliser char O pour être capable de demander de sortir un caractère quelconque.
Fait qu'ici, juste pour bien comprendre hein, le principe initial, on va regarder qu'est-ce qui se passe si je fais juste un char-o de notre string direct. Qu'est-ce qui va se passer si j'essaie de faire ça? Ben, si on regarde en mémoire, je peux regarder ici que j'ai le code char-o, qui est le code 51. OK, char-o de D, OK. Puis après ça, je vais à l'adresse 4, puis je vais aller afficher le caractère à l'adresse 4. Fait que le principe, c'est que si on regarde après ça, l'adresse 4, c'est quoi? Ben, c'est où c'est qu'il y a mon string. Fait que lui, il va aller chercher la première case qui est à cet endroit-là, puis il va aller me l'afficher. Fait que si je fais juste ce programme-là, ça m'affiche juste directement le C sans problème. Fait qu'ici, je peux marquer 0x04. Ça va faire le même code. Là, ici, je fais juste plus utiliser le symbole, là, juste pour démontrer que ça fait la même chose. Donc, je l'ai buildé, je paye sur play, ça fait la même chose. Ici, je veux montrer ça ici, qu'on remplace ce symbole par l'adresse, juste pour démontrer qu'est-ce qui arrive si moi-même, je change l'adresse. Hein? Donc, si je mets 5, ça va chercher le E. Si je mets 6, OK, ça va chercher le C minuscule. Donc, je peux voir ici que je peux utiliser l'adressage direct, en sachant où dans ma mémoire ma chaîne de caractères pour être capable de l'utiliser. Mais là, ce que j'aimerais, c'est, OK, on a vu que char-o, ça me permet de comme aller au début de la chaîne, mais là, j'aimerais ça faire comme quelque chose de même. Hein, donc, j'aimerais ça pas que ça aille à string, mais j'aimerais ça que ça aille à string plus quelque chose, justement, que ça aille à 4 plus que quelque chose d'autre. Malheureusement, je ne suis pas capable d'écrire ça. Là. Okay? Les instructions d'assembleur ne sont pas capables de faire ce genre de manipulation-là. Qu'est-ce qu'on va faire à la place? Ben, c'est là qu'on va utiliser un différent mode d'adressage. Okay? Donc, à la place d'utiliser l'adressage direct, qui mettait même de la spécification, ici c'était string qu'on faisait. Donc, quand je faisais string D, c'est que j'allais chercher dans même à string. Hein? Mais là, je veux faire plus que de chose. Ben, comment je fais pour faire même plus que de chose? Ça va être en utilisant l'adressage indexé. Puis ici, le plus X, qu'est-ce que ça implique, ça? Ben, X, c'est notre registre d'index, notre deuxième registre, notre registre X, à l'inverse du registre A, qui est l'accumulateur. Donc, lui, il va aller regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui, puis il va additionner ça à qu'est-ce qu'on a ici. Fait que si j'essaye ça direct, je peux voir que j'avais la lettre I, la lettre D, puis je vais avoir la lettre X pour l'adressage indexé. Fait que je vais utiliser l'adressage indexé, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et sur Play, il n'y a rien de différent. Pourquoi est-ce qu'il n'y a rien de différent? Ouh! Effectivement, en ce moment, on fait plus X, mais ça ici, en ce moment, c'est à 0. Ça fait même de string, parce que plus 0, c'est nul. C'est excellent. Donc, si on veut être capable de regarder quelque chose d'un petit peu différent, ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier la valeur dans X. Fait que moi, ce que je veux, c'est je veux mettre quelque chose dans X. Je veux mettre 2 directement. Avant de faire mon char-o avec mon string, je vais aller chercher, mettons, on va mettre 3 ici, juste pour que ce soit la même lettre. Je paye sur play. Fait que là, ici, qu'est-ce qui se passe? Je fais string plus X. Ben, à ce moment-là, string plus X, c'est quoi? C'est 3. Fait que ça part de mon premier caractère. Ça va lire le deuxième. Ça va faire 3 sauts à partir du premier. Fait que 1 pour le E, 2, 3. On est prêt à aller lire après 3. Ça va être le I. Okay? Donc, ce nombre de sauts-là, ça dicte quelle information tu vas aller chercher. C'est comme une case d'un tableau. Puis, en fait, si vous vous étiez déjà demandé pourquoi, quand la majorité des tableaux, la majorité des arrays, la majorité des collections numérotées commencent à 0, c'est à cause de ça. Parce que la référence pointe sur le premier élément. Puis l'index qu'on utilise, c'est le décalage par rapport à notre première valeur. C'est pour ça que la première valeur est à la case
0. Il n'y a aucun décalage par rapport au début de l'information. Fait que si on essaye de construire ça un petit peu plus, puis on va essayer de faire afficher, mettons, tous les indices, puis toutes les lettres correspondantes aux différents indices. Fait que ce que je peux faire, c'est commencer, mettons, avec load i avec 0. Là, je vais afficher directement faire afficher le 0. Ici, c'est quoi en fait? Donc, on va le faire au long, puis après ça, on va le convertir en boucle. C'est juste pour se pratiquer un petit peu. Et après ça, je reprends ça. Juste pour voir le principe de la chose. J'ai ici un, puis là, on pourrait mettre des espaces. On va beautify ça un petit peu tantôt, là. Mais on peut voir ici qu'on a un affichage qui m'indique l'adresse, ou c'est le décalage que je suis en train d'appliquer. Ça affiche ensuite le caractère, ce décalage-là. Puis après ça, change ma valeur dans mon index register, dans le load X. Je raffiche l'indice, je raffiche le résultat. Évidemment, de faire ça manuellement, c'est long et fastidieux. Hein? On a vu le principe d'embranchement qui va nous permettre de répéter ce genre d'opération-là de manière automatique. Donc, on va ici faire quelque chose d'intéressant qui va nous donner... moi, je veux changer la valeur du X. Hein, je veux l'incrémenter de 1 à chaque fois. Fait que je peux faire add X où c'est que je mets 1 de plus. Puis après ça, qu'est-ce que je veux faire? Je veux recommencer. Hein, fait que je peux brancher. Puis là, ici, ce qu'on peut faire, c'est avoir une loop. Et on branche sur la loop. Je build ça. Puis là, si je roule ça, on a un petit problème, par exemple. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça allait bien. On a eu le début, ceci, blablabla. Puis là, si on met ça juste un petit peu plus beau là, pour l'instant. Un petit. Pendant ce temps-là, c'est quoi la problématique? Effectivement, là, on a une gentille boucle infinie. Hein? Donc, c'est pas la chose la plus intéressante au monde. Ici, RO1 backslash n. Que si je reroule ça, bon, je peux voir, ok, ceci est une chaîne. Hop, ici j'ai mis aussi le déco. Ça va être intéressant, hein, parce que là, il est tout le temps à 0. Puis là, ici, il y a comme d'autres affaires en mémoire là, qui étaient du grabuge de auparavant. Mais le principe, c'est que lui, il continue, là, puis il affichera à l'infini. Hein. Donc, il va falloir changer deux choses hein, dans ce petit programme-là. Premièrement, être capable d'avoir la bonne valeur d'indice. Pour être capable de faire ça, il va falloir se créer une deuxième variable. Ici. Fait qu'on va l'appeler index. Et nous, ce qu'on va afficher va être index. Et on va storer ça dans index. Parce que le decimal output, le DEC-O, n'est pas capable d'aller chercher dans un registre directement. Il est juste capable d'avoir des valeurs immédiates au direct. Donc, c'est à nous de changer ça pour que ça fonctionne. On va regarder directement. Donc là, ici, j'ai mis I. J'ai mis I. Et voilà. Fait que là, on a au moins la série qui incrémente. Tout va bien. Mais là, le principe, c'est que si
on a une problématique qui, si on a un caractère qui est pas le bon, il va falloir arrêter notre suite d'instructions. C'est quoi la condition qui va me permettre d'arrêter? Ben, dans les Felix. Donc ici, on dit à la fin de la chaîne, on s'est préparé, hein, on a mis un caractère spécial qui justement un backslash 0, juste un code de 0. Puis là, tu me dis, il faudrait comparer ça pour tester. Là, ici, tu as comme sauté une étape, là, puis tu as dit, on va comparer ça dans l'accumulateur, mais l'accumulateur, en ce moment, on ne l'utilise pas. Hein? Fait qu'il va avoir une étape intermédiaire, effectivement, pour mettre quelque chose dans l'accumulateur qui va justement être qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Puis une fois qu'on a ça dans notre accumulateur, on va pouvoir le comparer, effectivement. Fait que notre principe, c'est on va vouloir rajouter des étapes avant de commencer à afficher les choses. Fait que, comme tu as dit, on peut utiliser, en ce moment, l'indice de registre, il est utilisé, hein, parce qu'on va faire des choses avec, fait que on le laisse de côté. Mais on peut utiliser notre accumulateur pour être capable de charger en mémoire le caractère ASCII qui va être utilisé en ce moment. Fait que je peux utiliser quelque chose comme ça. Ça va être intéressant, là. Arrêtez-moi si je fais des choses de pas correctes. Fait que on va loader ça en mémoire. Ensuite, il va falloir que je le compare. Hein. On a dit qu'on veut le comparer avec la valeur 0. Ça va bien. Puis là, ensuite, il va falloir que je regarde est-ce que c'était 0 ou pas. Ben là, c'est assez facile. On a un branch equal. Ici, c'était equal. On va aller à une place, on va l'appeler end. End. Oui, Félix. Yes, exactement. Donc, hein, j'ai subtilement dit arrêtez-moi si je fais quelque chose de pas correct. Je sais pas si c'était trop subtil ou en fait pas assez subtil, mais voyons voir qu'est-ce qui se passe si on le fait pas. Ok, donc on se dit il y a peut-être un problème là. On peut voir en ce moment que ça fonctionne, mais en fait, il va y avoir des problématiques là, si on a des nombres de chaînes impaires. Là. Fait que Félix a bien raison. Il faut faire attention quand on load nos informations parce que ça se peut très bien qu'on load plus que qu'est-ce qu'on a besoin. Là. Quand on est en train de travailler avec des éléments d'une chaîne de caractères, il faut se souvenir que step 8, lui, un mot, hein, les registres, c'est de 16 bits, tandis que chacun de nos caractères, c'est de 8. Donc, nous, ce qu'on peut faire, c'est juste s'assurer qu'on va juste utiliser notre partie supérieure ou chose, puis on aurait le LD byte à la place. Et là, avec ça, on a un programme qui me permet de faire 20 affichages. Ceci est une chaîne, puis on a chacun des indices, chacun des éléments de la chaîne. Ici, on peut voir hein, dans l'affichage, c'est toujours intéressant de comme, bien séparer les choses. Moi, j'aime bien mettre des sauts de ligne après les branches pour savoir que c'est pas nécessairement séquentiel qu'est-ce qui se passe par ici. Donc, à vous de créer vos propres règles pour vous assurer de ne pas vous perdre. Et ça, c'est le premier exemple que je voulais regarder pour les chaînes de caractères. Un deuxième exemple, encore une fois, avec le même principe de la chaîne, ça serait d'avoir la sélection, mettons, d'un indice pour être capable d'aller chercher sa valeur à l'intérieur de la chaîne. Okay? Donc, à la place de faire une boucle, ce qu'on va faire, c'est on va aller chercher une valeur, puis on va juste aller l'afficher une fois. Pas besoin de la boucle.
j'ai pas besoin de la boucle. Et j'ai pas besoin non plus, en fait. Fait que là, maintenant, si, admettons, je rentre 4. OK. Et ici, ça a été cherché. Ouais. Il va me manquer de loader mon X. Soit la bonne valeur. Évidemment, j'ai mis 4, qui est un espace. OK. Donc, on peut aller chercher la valeur. OK. Puis, on peut aller sélectionner la bonne information à l'intérieur. Là, qu'est-ce que j'aimerais rajouter à ce programme-là? C'est en fait une gestion un peu plus saine de, du dépassement de la chaîne. Parce que là, mettons que j'écris 19, OK, ça me donne le point d'exclamation, mais si j'écris 20, ça continue à aller chercher en mémoire. Puis si, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en mémoire après, là. C'est juste des espaces pour l'instant, ou en tout cas, il n'y a pas des caractères ASCII, mais là, des fois, il commence à avoir des caractères ASCII, des fois dans la mémoire. Là, tu sais, c'est du grabuge, ça peut être n'importe quoi. Mais le principe ici, c'est que ça va chercher plus loin en mémoire que qu'est-ce que moi j'aimerais. Fait que ce que j'aimerais rajouter, OK, ça va être un modulo pour la taille de la chaîne. OK? Donc ici, on pourrait faire un programme qui calcule la taille de la chaîne. OK? Ça, je vous laisse ça à votre discrétion pour vos temps libres. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste calculer le nombre, puis on va se le mettre comme une constante. Fait qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On a donné ici une constante qui va juste être de 20, qui va me permettre de traiter de cet élément-là. Fait que je veux construire un modulo. Hein, donc le principe du modulo, c'est quoi? C'est d'être capable d'enlever un nombre de fois l'élément pour trouver avec le restant de la division quelque chose qui va être moins que 20. Une question de Kim. On ne l'inclut pas en fait. C'est que je dis qu'il y a 20 caractères, mais les indices vont de 0 à 19. Ouais. Fait en gros, si je rentre 20, c'est que j'ai comme dépassé. En considérant qu'on peut mettre l'indice 0 là, comme entrée. Est-ce que c'est clair? Là? Tout le temps, le off by one, c'est toujours quelque chose qui est rough. Là. Excellent. Donc, on veut être capable de regarder est-ce que ça va être ça va dépasser. Hein? Donc, le principe, c'est qu'on va comparer. Hein? Puis ici, c'est ce qui se passe à chaque itération. Là, hein? J'ai loadé un X. Okay? Puis à ce point-là, je veux savoir est-ce que c'est plus grand que 20. Donc là, ici, je peux mettre len en mode i. Hein, ici, je mets len en mode i. Pourquoi en mode i? Parce que j'ai mis une constante. Hein, donc la constante, ça va juste remplacer le texte par la valeur. Si j'aurais fait un Word ou si j'aurais fait une case mémoire, j'aurais pu utiliser l'adressage direct. Mais le 20, en ce moment, je ne veux pas vraiment qu'il prenne une place de plus dans mémoire. Là. Je veux juste être capable de l'utiliser rapidement sans savoir par cœur la taille de la chaîne. Fait que, oups, ici, c'est pas CPA, c'est CPX. Hein, on est en train de comparer notre indice d'indexage. Donc, si j'ai rentré quelque chose qui est plus grand que 20, il va falloir que je fasse quelque chose. Hein? Fait que le principe, c'est que moi, je veux dire
s'il y a un problème, je veux enlever ça. Hein, fait que je veux descendre de 20. Si c'est plus que 20, il faut enlever 20 pour essayer de voir si ça marche encore. Puis on retourne à notre boucle. Hein, fait que ça ici, c'est comme la petite boucle que je veux faire pour m'assurer de qu'est-ce qui se passe. Fait que la dernière chose qu'il va falloir que je fasse, c'est que je mette ici un branch qui va décider, OK, ben, j'ai assez bouclé. Fait que c'est quoi le cas qui me permet de dire que j'ai assez bouclé par rapport à la comparaison de ma taille de la chaîne? Ben, c'est si mon indice est plus petit que la taille de ma chaîne. Fait que là, ici, on va aller à la partie de print. Fait que maintenant, si j'ai 23, ben, ça va faire un modulo 20, ce qui va me donner 3, qui va aller chercher, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3. Puis si c'est encore plus gros, hein, ça ne dérange pas. Ça va quand même faire le modulo pour être capable de représenter le modulo 20. Ici, j'ai une main levée de Kim. Je ne sais pas si c'est une autre question ou si je n'ai pas vu que tu avais. Ah ben, excellente question. Je pense que ça va aller chercher ici une explosion de saveur. Ici, attends, si on le fait à moins, quelque chose de moins pire, là. Moi, je vais regarder. Ouais. C'est ici, on a. Ici, on a un P. Ici, qui est le 50. Si je regarde autour de ça. Fait que si on regarde, il fait correctement. Ben, ici, là, il y a c'est une autre problématique, là. OK? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Fait que, en fait, moi, je fais juste tester est-ce que c'est plus petit. Hein? Fait que c'est plus petit que 20 moins 4. Fait que ça fonctionne. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, lui, il part d'ici. Puis là, il va faire moins 4. Fait que moins 4, ça va être quoi? Ben, il retourne 1, 2, 3, 4. Il va commencer à aller chercher dans le programme. Lui, il va dans mémoire, hein, il s'en fout, il ne sait pas si c'est important ou pas. Là. Lui, il va juste chercher dans mémoire. Fait qu'il va juste aller à cet endroit-là, puis il va dire, moi, je fais ça comme si c'était un caractère. Fait que si on regarde hein, le 0x50, c'est quoi le caractère ASCII qui est relié? C'est P, puis c'est effectivement P qui est affiché. Fait que ça fonctionne, ça fait pas ce qu'on veut si on voulait que ça soit borné en ce moment, mais on est capable d'aller à l'arrière. Là. Est-ce que ça répond à ta question? Plus ou moins. Qu'est-ce qu'il y a dans le moins de la question? Ah, ok, ok, ouais. Le principe ici, c'est si on veut faire ça, ben là, il va falloir être capable de changer notre élément. Hein? Fait que si on voudrait qu'il soit borné, qu'est-ce qu'on voudrait faire? On pourrait avoir une deuxième boucle. Hein? Fait que là, ici, on pourrait le comparer à 0. Puis, on dit, on veut l'ajouter par rapport à l'N. Hein? Comme ça fait des sauts, mettons, là, tu sais. Puis, si c'est pas le cas, après ça, on fait une deuxième boucle. Ici, je pourrais l'appeler min et max, là.
Et dans ce cas-là, on veut sortir si c'est le print. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait quelque chose de pas correct. Expansion 2, j'ai-tu pas buildé? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, bon point. Je ne peux pas aller là tout de suite. Qui passe le premier avant de passer au deuxième. Et voilà. Fait que on a rajouté la condition inverse, hein, qui me dit si c'est négatif, ben maintenant, il faut que j'additionne l'élément pour que ça aille chercher l'information correctement. Là, ici, le principe, c'est que ça l'a fait plus 20, hein, fait que ça nous a porté à 16, qui devrait nous apporter ici. Là, hein, si on fait moins 3, on peut voir qu'on a le n qui est à la fin de notre chaîne par rapport au plus 20. Fait que là, est-ce que ça correspond à tes attentes? Parce qu'on avait répondu à la question. Excellent. Fait que ça ici, ça va vous être utile. Hein? Je viens de regarder comment est-ce qu'on peut parcourir une chaîne. Puis je viens de regarder comment est-ce qu'on peut appliquer des modulos par rapport à cette chaîne-là. Ça ici, ça va être utile dans l'avant-dernière partie, hein, par rapport à la liste de caractères. La liste de caractères, je vous conseille de l'implémenter directement comme étant une chaîne, où vous pouvez parcourir à l'intérieur et essayer de trouver qu'est-ce qui va se passer par rapport à notre problématique. Parfait. Fait qu'on a ça de fait. On regarde notre deuxième sujet de la journée, qui est un sujet extracurriculaire. Ah, j'ai une question avant de passer à d'autres choses. Oui. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est une excellente question qui va être répondue quand tu vas avoir fini le travail pratique. Ben, ici, tu peux t'inspirer de ce qui a été fait ici. Là. Hein? Donc ici, on a eu deux comparaisons, une à la suite de l'autre. Puis c'est pas mal le même principe, c'est juste qu'à la place d'être les bornes, c'est très semblable. De plus répondre, ça serait de faire le travail pratique pour vous à ce point-ci, malheureusement. Donc, avec ça, on passe à notre deuxième projet, qui est un point extracurriculaire. Okay? Donc, ça veut dire que s'il n'y a rien là-dedans là, que vous comprenez là, ou que vous voulez faire, c'est pas grave. Okay? Il n'y a rien d'évalué là-dedans, il n'y a rien de obligatoire, mais par rapport à la profession, okay, puis le domaine de l'informatique, c'est quelque chose qu'il faut rapidement s'habituer. Hein? Donc, Nicolas parlait sur le Mattermost que il y a plusieurs d'entre vous qui sont en train de faire, je pense que c'est 20-50, qui commencent à travailler sur Git. Ben, ici, moi, ce que je vous propose, c'est un outil qui va vous permettre de tester, hein, de manière un peu plus automatisée les programmes que vous allez faire. Fait que sur le site de cours, j'ai mis un lien vers un projet GitLab qui permet de démontrer comme l'utilisation standard okay, du test que moi j'ai établi pour vous. Fait que vous pouvez télécharger ça puis mettre ça directement dans votre projet ou le cloner, le forker, puis être capable d'en avoir une copie. Faire attention hein, quand on commence à travailler sur
la gestion de sources, de bien faire attention, de garder, surtout pour des éléments d'évaluation, les éléments privés. Hein? Donc, si tu commences à avoir un dépôt sur le GitLab de l'école, puis que ce GitLab-là est public, puis que tu décides de mettre un travail avant la date de remise dessus, c'est considéré comme du plagiat pour l'école. Donc, ça amène un paquet de troubles. Donc, faire très attention, OK, de toujours être capable de travailler dans la visibilité des choses, OK, quand tu commences à travailler, puis d'être capable de mettre les choses privées. On peut toujours voir sur un projet, c'est quoi la visibilité, OK, si c'est un petit globe, c'est que c'est public, si c'est un petit cadenas, c'est que c'est privé. Donc, faire attention, on ne veut pas avoir de mauvaises surprises au courant de la session en ayant trouvé du code des différentes évaluations sur des dépôts, que ce soit de l'école ou at large. Donc, le principe ici, pour une introduction rapide, hein, c'est de la gestion de sources. Ça permet de déposer, collaborer d'une manière distribuée sur un projet Git. Puis GitLab est un logiciel qui permet de garder ces différents dépôts-là pour être capable de les entreposer, puis d'avoir un point commun de travail. Donc, moi, je vous fournis ça. À l'intérieur, il y a deux éléments que vous pouvez utiliser. Donc, ce projet-là est utilisable de deux manières. La première manière, c'est directement localement. Okay? Ça veut dire que même si vous ne connaissez pas Git, okay, vous pouvez directement télécharger. Me semble que tu peux le télécharger, ouais. Tu peux juste le télécharger directement, là, le code source, puis le déployer sur ta machine locale pour être capable de faire des tests. Okay? Donc, on a un premier, ce qu'on appelle un makefile, là, puis on va regarder comment l'utiliser dans quelques instants, pour être capable de créer ce projet-là, puis l'utiliser sur ta machine. Mais, qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on a la possibilité avec GitLab d'automatiser l'exécution des tests. Donc, si vous avez déjà commencé à utiliser Git, vous savez que vous pouvez faire des commits, hein, qui sont comme une prochaine version officielle de voici la chose qui est sauvegardée. Puis tu peux push le commit sur GitLab pour qu'il soit disponible pour tous. Fait que le principe des tests automatisés, que le nom officiel, c'est de l'intégration continue. Donc, l'intégration continue, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va faire un commit, il y a une batterie de tests qui peut être exécutée de manière automatique. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, une fois que tu as setupé tes tests correctement, c'est que tu peux voir pour chacun des commits, est-ce que ça passe le test ou pas. Puis, si ça ne passe pas le test, tu peux aller voir qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur du test pour aller voir que, OK, ben, il y avait différents tests, puis c'est le test 2 qui n'a pas fonctionné dans ce cas-ci. Puis là, tu peux commencer à aller voir plus en détail qu'est-ce qui arrive avec ça. Fait que, on va regarder premièrement la structure du projet général pour être capable de comprendre comment est-ce que les tests sont effectués. Puis après ça, on va regarder les deux méthodes d'utilisation, soit avec le CI, okay, le Continuous Integration là, de GitLab, soit avec la méthode locale. Fait que premièrement, la première partie importante, le projet est configuré. Là, après ça, si vous voulez travailler dessus puis changer les choses, tout est possible, mais le projet est couramment configuré pour avoir une affaire qui s'appelle programme.pep. Puis c'est ce fichier-là qui va être utilisé pour être capable de faire le programme qui va être utilisé dans nos tests. Fait que dans ce cas-ci, c'est un exemple tiré directement de la documentation de PEP8 là, qui fait juste sauvegarder, lire 2 caractères en entrée, puis faire un affichage en ordre inverse des 2 caractères qu'on a saisis. Fait que si tu marques AB, ben, ça va donner BA.
Fait qu'il n'y a rien de spécial dans ce programme-là. C'est vraiment juste pour démontrer les principes fondamentaux. Pour être capable d'exécuter ce programme-là, on va avoir le simulateur. Donc, le simulateur, c'est le simulateur de command line qui est initialement trouvé directement sur le site, là, le même endroit où vous avez été téléchargé le simulateur avec une interface graphique. Là. Donc, on a celui-là. Ben, il y a le Command Line Simulator qui est disponible pour une utilisation directement sur la ligne de commande. Pourquoi est-ce que je l'inclus avec? C'est parce qu'en fait, je l'ai modifié. Parce que par défaut, ce simulateur-là, c'est un simulateur interactif. Ça veut dire qu'il faut rentrer des commandes pour être capable de gérer le programme qu'on veut. Moi, ce que je voulais, c'est que ça soit automatisé. Fait que j'ai moi-même modifié le programme pour être capable d'avoir une version automatisée. Donc, il faut absolument utiliser la version de ce dossier-là. Je ne peux pas juste aller la télécharger puis utiliser la version comme officielle parce qu'il manque des fonctionnalités. Fait que ce simulateur-là va être capable de prendre comme commande des fichiers d'entrée, donc des fichiers qui vont dire voici les entrées qui sont données au programme, puis qui va être capable de sauvegarder les sorties dans un fichier texte. Fait que ça, c'est notre simulateur. OK? Il faut être capable de. Donc, c'est juste des programmes en ce moment, là, c'est du code, là, il n'y a pas rien de spécial dedans. Donc, il faut être capable de le compiler. Donc, j'ai un makefile qui va le compiler pour nous. Donc, ça assume ici que ton ordinateur est capable de compiler des programmes, qu'il y a des librairies standards de C et de C++ pour être capable de faire la compilation. C'est à toi de t'assurer de ça si tu l'utilises de manière locale. On a Mathieu. Ah! Donc, un makefile, c'est un fichier qui permet d'automatiser une suite de commandes pour faire fonctionner un programme. Ici, il faut faire des commandes pour être capable de compiler le programme. Il faut ensuite faire des commandes pour faire rouler les tests. Il faut faire d'autres commandes pour effacer les fichiers après, pour être certain qu'il n'y a pas rien de grabuge dans notre projet. C'est quelque chose que vous allez étudier en détail dans outils de développement, le cours de C. Je ne me souviens plus c'est quoi le nom officiel de ce cours-là, mais c'est un outil pour la gestion de projet. Donc, je n'irai pas dans les détails de comment ça marche spécifiquement et c'est quoi les différents éléments. C'est pour d'autres cours. Juste à savoir que c'est la chose qui va être utilisée pour comme invoquer les tests. Je vous donne la commande pour l'utiliser et tout. Okay. Je suis désolé si c'est pas exactement clair. C'est quand même quelque chose d'assez complexe à tout expliquer en long et en large. INF 3135, exactement. Fait que on a ces éléments-là. Fait que on a notre fichier qu'on va tester. On a un simulateur qui nous permet d'automatiser les choses. La dernière chose, ça va être les tests à faire. Donc, les tests utilisent un logiciel qui s'appelle BATS. Qui est le Bash Automating Testing System, qui permet de rouler des commandes puis de valider le résultat de ces commandes-là. Donc, à l'intérieur de celui-là, dans le dossier test, on a un fichier de configuration de test. Puis à l'intérieur de ce fichier de configuration de test-là, on va avoir des commandes qui permettent d'exécuter différents tests. Fait qu'on peut voir ici que j'ai le programme PEP8 qui teste le programme que je suis en train de faire, qui ensuite va prendre notre élément, le mettre en in, le mettre en out, va être capable de tester différents cas. Puis après ça, on va pouvoir tester nos différents éléments avec celui-là.
Fait que c'est pas mal ça de ce côté-là. Y a-t-il d'autres choses à dire? En fait, dans celui-là, je pense une petite erreur. Alors que je roule ça en premier. Ouais. Ici. Je vais me rendre compte de. Ici. Ah non, tout va bien. Tout fonctionne. Comme ça. Ok. C'est correct. On a tous ces éléments-là. On revient. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est qu'on roule les programmes avec différents in et différents out. Puis, après ça, on teste le résultat. Donc, si on regarde ici, on se souvient de notre programme de test, c'était je reçois 2 caractères en entrée, puis je renvoie les mêmes caractères juste inversés. Fait que si je peux voir, puis je vois Félix, j'arrive dans un instant, je peux voir mon texte d'entrée, c'est AZ, puis dans mon test, okay, je dis, il va y avoir la sortie dans out.text, puis quand je teste le out.text, je veux que ce soit ZA. Et Félix. Mm-hmm. Ben, as-tu fait 10-70? Ben, à partir de ce moment-là, Linux all the way, là. Il n'y a plus rien qui t'arrête. Grandement. Donc, le principe, c'est qu'il y a certainement des places. Là, ici, c'est une grosse parenthèse là, que tu abordes ici. Il y a le principe qu'il y a certainement des compagnies qui travaillent seulement dans un environnement de Windows avec juste des outils de Microsoft. Mais dès que tu commences à toucher à de l'automatisation, dès que tu commences à toucher à différents langages de programmation, dès que tu commences à toucher à des serveurs, c'est tout basé sur Unix. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension-là, puis cette expertise-là. Puis c'est certain que d'utiliser ça dans ton propre cheminement, c'est la chose à faire. Tu n'es pas nécessairement obligé d'installer Linux sur ton ordinateur comme étant un système d'exploitation que tu vas utiliser dans la vie de tous les jours, mais d'avoir des outils qui utilisent des sous-systèmes de Linux en tout temps, c'est comme pas mal de mise. Puis maintenant, même dans Windows, tu es capable d'avoir des choses comme le Windows Subsystem for Linux, okay, qui te permet d'avoir une machine virtuelle de Linux qui roule avec aucun environnement graphique, là, mais que tu es capable de juste rentrer dans un shell, puis d'être capable d'ouvrir tous les éléments, puis d'être capable de travailler avec tous ces outils-là. C'est quelque chose que je vous conseille grandement à chaque opportunité que vous avez dans votre bac. Oui, 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 c'est ça. Tu es capable d'avoir la puissance de Unix juste avec ça. Ben, le principe, c'est. Puis là, ici, Patrick, qui dit il vient de sortir l'option d'avoir des GUI maintenant. En fait, ça a toujours été là, mais c'est pas la force de WSL. Okay? Puis d'avoir des environnements de développement qui sont avec les outils qui marchent sur Windows, d'avoir le WSL, il n'y a pas tant d'IDE qui roulent juste sur Linux. Là. Fait que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est, admettons, je veux utiliser, je fais du Java, j'utilise IntelliJ. Ben, IntelliJ est capable de se connecter au WSL pour avoir tout l'environnement de Unix, mais que l'application elle-même roule sur Windows. T'sais. Fait que c'est de cette transition-là de monde. Évidemment, d'avoir comme cette traduction-là d'environnement, là, ou ce transfert d'environnement-là, des fois, occasionne certaines problématiques techniques qui peut être parfois difficile sur le moral, okay, que tu n'aurais pas si tu avais juste un ordinateur qui roule Unix tout le temps, mais je pense que c'est un bon compromis, là, considérant que des fois, les ordinateurs qui roulent en tant que desktop Linux ont parfois de la misère sur certaines contraintes. C'est pour ça que moi, je vis dans le
meilleur des deux mondes. Mon ordinateur de travail, c'est un Mac. Comme ça, j'ai un sous-système Unix disponible en tout temps, mais j'ai aussi une interface d'affichage, un GUI en tout temps qui est fonctionnel, puis je peux me brancher un projecteur sans avoir à trop me casser le basic. Et la parenthèse. Donc, on a ici le test qui est capable donc de prendre les valeurs d'entrée, comparer avec les valeurs de sortie. Puis, ce test-là va pouvoir être exécuté de manière semi-automatisée. On va regarder premièrement comment ça se passe de manière locale. Admettons, ici, on va prendre... Ici, je vais porter ça, n'importe ça. Donc, j'ai en ce moment cloné le dépôt, où tu aurais pu juste le télécharger puis le déployer sur ton ordinateur personnel. On veut être capable de l'utiliser de manière locale. Donc, pour l'utiliser de manière locale, bon, premièrement, il faut avoir un compilateur de C++. Hein? Donc, il faut que GCC, ça existe. Voyons. Oui. Hein? Donc, il faut que GCC, ça existe. Puis qu'il soit utilisable par ton ordinateur. Puis, il faut aussi avoir l'utilitaire BAT qui existe, puis qui est utilisable par l'ordinateur. Donc, si vous voulez l'utiliser localement, c'est à vous de aller chercher ces différents paquets-là puis de les installer. Si vous utilisez un système Unix, votre package manager de choix a sûrement les options pour ça. Une fois que ça c'est fait, on va vouloir invoquer le makefile. Donc, le makefile a une autre application qui s'appelle make. Si tu as GCC, habituellement, ça vient avec. Là. Okay? Donc, make va, dans le dossier de racine, va aller regarder le makefile, puis va aller construire qu'est-ce qu'on a besoin par rapport à la commande que nous, on veut. Puis nous autres, on a une commande, OK, on a un scénario qui s'appelle test à l'intérieur. Nous, c'est ça qu'on veut faire. C'est que le scénario test, ce qu'il va faire, c'est qu'il va construire le simulateur, OK, pour que ça devienne une application, va utiliser ce simulateur-là, puis va tester avec BATS. On peut voir ici les différents tests. Okay? S'il y a des petits crochets à côté, c'est que ça va bien. Admettons qu'on fait failer un test de manière obligatoire. Admettons ici, je marque patate dans le output juste pour faire failer le test. Ben, je vais pouvoir voir ici, ça a un test qui fail, et ça va me dire que c'est le test 2, OK? Le output n'est pas le même par rapport à qu'est-ce que j'essaie de faire. Si je reviens en arrière, et que je le roule, ça fonctionne. Fait que on a cette possibilité-là avec le makefile. On peut voir aussi que quand on a fait le test, okay, il y a certains fichiers qui ont été rajoutés. Hein, donc, les outputs des différents tests, le PEP-O du code objet. Si je veux enlever ces fichiers-là, j'ai un deuxième scénario de make, qui est le make clean, qui va me permettre de automatiquement enlever ces différents fichiers-là de mon projet. Fait que ça, c'est la première version pour être capable de le tester de manière locale. Pour le tester de manière externe sur l'intégration continue, sur le Continuous Integration, sur le CI, il y a un deuxième fichier qui est automatiquement inclus qui va juste tout faire pour toi. Fait que tant que ce fichier-là est inclus avec le repo, puis que vous êtes sur GitLab, il va automatiquement avoir un test qui se déroule à chaque commit. OK? Puis vous allez pouvoir voir si ça a passé ou pas. Puis quand ça a passé ou pas, ça va être indiqué à l'intérieur. Donc si on regarde, là, on peut aller regarder le test littéralement. Puis je peux voir que lui, il a fait plein de choses. Il a fait en fait la même chose qu'on essayait de faire. Puis roule les tests automatiquement. OK? Puis s'assure que tout est beau de ce côté-là. Donc, avec ça, vous devriez être capable de construire des tests pour le premier travail pratique, puis être capable d'appliquer ces différents tests-là de manière automatique
soit de manière locale, soit dans une intégration continue avec votre projet. Puis ça va être utilisable pour les autres travaux pratiques aussi, probablement. Au pire, ici, j'ai un README qui vient avec, là, qui explique un peu qu'est-ce qu'on vient de dire, mais de manière textuelle, si vous êtes perdu avec ça. Avec ça, ça ferait le tour des éléments. Encore une fois, en terminant, là, pour le CI, c'est complètement extracurriculaire. Okay? Donc, si ça ne vous tente pas d'utiliser des tests automatisés et rien de ça, c'est bien correct. C'est juste un outil bien utile pour vos différents travaux. Puis le principe d'automatiser des choses, le principe d'avoir des tests qui nous permettent de savoir à tout moment on est rendu où dans notre programme, c'est, je pense, une qualité, une compétence qu'il faut bâtir à travers le programme à l'UQAM. Sinon, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions finales ou des commentaires de fin avant qu'on se laisse pour la semaine puis la fin de semaine? Comme d'habitude, en après-midi ou le temps que je pèse sur show dans le cours, il va y avoir le prochain cours qui va être disponible. On a une question de Kim. Donc, ça va être plus utilisé. On peut en faire un exemple si tu veux, mais ça va être utilisé plus dans le deuxième travail. Fait que je me disais que j'allais limiter juste à qu'est-ce qu'on avait besoin pour l'instant. Mais on peut le garder long. On va faire un exemple là-dessus la semaine prochaine sans problème. Est-ce qu'on a d'autres questionnements? Maxence. C'est pas un problème, ça peut être utile à tous. Qu'est-ce que tu veux dire, un émulateur? Mais genre QEMU, là, un émulateur, là, ou ici, c'est vraiment pas nécessaire, là. Directement le simulateur qui est bien en masse, là. Ici, en fait, est-ce que Pep8 a une version sur QEMU? Je pense pas. C'est pas un vrai CPU, là. Fait que c'est pas c'est un set d'instructions, mais c'est pas un vrai CPU qui est vraiment utile. Là. Fait qu'il est beaucoup plus restreint. Fait que juste le simulateur, c'est la place où c'est que tu veux utiliser les choses. Super. On a Ahmed. Mhm. Ben oui, certainement. Au pire, sens-toi bien à l'aise si vous avez des questions comme ça aussi durant la semaine, hein, sentez-vous bien à l'aise d'envoyer des messages privés soit à moi, soit à Nicolas. Hein, dans les messages privés sur Mattermost, tu peux directement glisser le fichier et juste dire, ben tu sais, j'ai fait telle affaire, telle ligne, est-ce que c'est correct? Puis je peux te valider ça en quelques instants. Excellent. Super. Est-ce qu'on a d'autres problématiques ce matin? Adjuger une fois, adjuger deux fois, adjuger trois fois. Donc, on se revoit la semaine